Bonjour Albert, Comment ça va? ça va oui, ça va bien. Bon, on va attendre un petit peu pour voir D'accord, si... Mais probablement, ils vont arriver de petit en petit. Alors, c'est vrai qu'en même temps, on pourrait commencer à se présenter ou bien expliquer un peu qui vous êtes et aussi Pape. Et après, on a ici Sally et Abdou, ils peuvent se présenter aussi. d'accord, En tout cas, je vais faire une introduction moi-même, parce que d'accord, après vous expliquez ça que vous voulez chacun. d'accord, ok. Mais je vais vous expliquer pourquoi je suis très content d'avoir ici à Marie-Louise et Pape, parce que on a travaillé avec eux pendant un an et demi, presque 2 ans, et ça a été vraiment très satisfaisant pour moi, et je crois très riche et en plus très, très prochain. Quelquefois, la recherche, c'est pas une question prochaine, là, il a été une question prochaine où on a changé pas mal d'impressions, même d'émotions. Et, et alors, tous les deux, ils forment part d'un groupe plus grand. C'était l'équipe avec laquelle on a travaillé et qui vraiment il a fait la recherche sur le terrain. Alors après, chacun il a des travaux différents, mais il forme une équipe de recherche qui a travaillé premier sur une question de violence politique, mais après ils sont en train de travailler sur des questions de, comment on dit ça, de empowerment. Je ne sais pas comment dire ça en français. Alors, Capacitation. oui, mais c'est pas exactement capacitation. Renforcement de capacité. Ouais. Bon, alors, je veux dire, c'est après cette expérience que je leur ai demandé, et je suis très content qu'ils aient accepté, parce qu'il y a plusieurs questions pour accepter, hein, et pour partager, pas seulement la question des projets, c'est pas la question des projets ici, mais la question de l'expérience. Je crois que vraiment, pour se rapprocher à le milieu social dans la Casamance, que c'est là où ils habitent, mais un peu la Casamance comme un lieu différent, et en même temps, partie du Sénégal. Ça peut être intéressant. Alors, Marie-Louise, elle a travaillé comme enseignant. Alors, ça lui donne, et aussi dynamisateur, et aussi chercheuse. Alors, c'est cette triple vision qu'elle a, que je crois que c'est très riche. On a discuté aussi, elle a participé dans la restitution, et pas, il mène il est le coordinateur de ces équipes de recherche et des enquêtes dans le domaine du développement, et surtout dans le domaine social du développement, je dirais, pas dans le domaine purement technique. Alors, dans ce cas-là, c'est je crois une opportunité de les avoir avec nous. Et dans cette séance, c'est Marie-Louise que je lui ai demandé de mener la séance. Ça sera elle qui va la gérer. Et ça sera elle aussi qui va se présenter et aussi vous dire comment s'organiser. Alors, à fur et à mesure qu'ils arrivent des autres participants du groupe, on va les présenter. Mais je commencerai déjà, comme ça. Marie-Louise? Voilà. Merci beaucoup Albert. Bonjour tout le monde. Je pense que je vais me présenter. Je suis Marie-Louise Diatagé. Je suis enseignante de profession. J'habite dans la région de Ziguinchor, dans le département de Oussouye, plus précisément dans le village de Carous. Alors, euh, cette région, ce département se trouve en Basse-Casamance. Comme je l'ai dit tantôt, je suis professeure de lettres portugais au collège du Cap-Séguiri. Donc, j'ai fait une formation sur la protection de l'enfant et je suis membre du comité des enseignants pour la promotion de la scolarisation des filles. Je suis membre de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, membre du COSEF, le Conseil sénégalais des femmes,
Et je suis également membre du comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, aujourd'hui communément appelé violence basée sur le genre. Voilà, donc c'est à travers cette petite expérience que Pape également nous a conviés à participer aux enquêtes que nous avons faites. J'avoue que cela nous a beaucoup enrichis dans ce que nous faisions d'habitude, parce que nous avons beaucoup appris sur ce que vivent les ménages, surtout les femmes dans leur ménage, mais également les jeunes dans leur famille, dans leur famille, dans les écoles, un peu partout où ils sont. Et donc, je disais que c'était un grand honneur pour moi d'être choisie à travers ma modeste personne pour m'entretenir surtout sur la discussion avec ces jeunes. Je ne sais pas si je serai à la hauteur, mais ça me réjouit quand même. Ça me réjouit quand même. Et voilà donc un peu qui je suis. Voilà, merci beaucoup. Peut-être Pape, il peut se présenter aussi. Après, on fait la. Voilà, On fait le voilà tour. donc par rapport à ce qui m'est bon, ce que je propose par rapport à ce que nous allons faire tout à l'heure. J'ai fait une petite, j'ai proposé une petite démarche. Alors, en premier lieu, ce sera une présentation. Hein, les jeunes vont se présenter, les jeunes, une présentation des jeunes, leur prénom et nom, d'où ils viennent, peut-être leur ethnie, au Sénégal également, où est-ce qu'ils habitent. Ensuite, je ferai une brève présentation également sur une brève présentation sur un peu la femme, la famille, certaines thématiques, le mariage également. Ensuite, en troisième lieu, peut-être, on va recueillir les interventions des jeunes, puis ensemble peut-être, nous allons faire quelques recommandations et conclusions. Voilà. Je ne sais pas si la démarche vous convient, sinon on peut bien également l'améliorer. Je dirais qu'on pourrait commencer. Peut-être on fait première la présentation et on commence avec l'exposé. Et ce que je ferai, c'est que quand vous avez des questions ou des interventions ou des commentaires, n'importe quel type de commentaire, vous pouvez arrêter. D'accord. Comme ça Marie-Louise va voir comme va la communication, on peut essayer de faire un dialogue. D'accord. N'attendez pas à la fin. D'accord. Hein? C'est bien d'écouter des morceaux complets, mais c'est vrai aussi, déjà quand vous avez déjà une interrogation, vous pouvez l'exprimer. Comme ça, on va s'arranger. D'accord. Mais le premier que je ferai, c'est de se présenter. Bas, il vient de rentrer. Alors, on peut faire des présentations. D'accord. Peut-être Pape peut commencer à se présenter aussi. Bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Pape Taïrou Kanouté. Je suis le directeur exécutif de l'ONG ETDS. ETDS, Économie, Territoire et Développement Service. Donc, nous sommes basés ici à Ziguinchor et comme Albert l'a dit, nous travaillons dans le cadre du développement local de manière générale, le développement social, les questions de droits humains aussi.
et les questions de peace building. Nous travaillons en tant que chercheurs sur ces questions-là. Derrière Marie-Louise, vous avez vu un logo. Vous avez vu le marque, mais certainement Balo. Je ne sais pas si vous avez fait Kolda une fois. Balo, c'est la région de Kolda. Hein. C'est un nom de famille très typique de la région de Kolda. Donc, le logo qui est derrière, c'est le MAD. Le nom scientifique, c'est Saba sénégalensis. Nous sommes en train de travailler avec les femmes pour le labelliser. Donc, en AOP. Là-bas, vous appelez ça, comment, Albert? Vous appelez PDO. Yes, c'est ça? Les Ah oui, appellations. oui. Ils Voilà. sont en train de faire la première dénomination d'origine du Sénégal. Voilà. Et c'est ça la première dénomination d'origine du Sénégal. Derrière Marie-Louise. Comme vous Voilà, savez, merci. les dénominations d'origine, c'est très important pour ajouter des valeurs aux produits agricoles. Ça, c'est très différent si tu as une dénomination d'origine acceptée, homologuée, et si tu ne l'as pas. Vraiment. Exactement. Alors, c'est une démarche importante, mais pas facile. Hein? C'est pas facile. C'est pas facile, oui. Donc, je vous laisse avec Marie-Louise et j'espère qu'on aura des discussions très, très intéressantes et sans tabou. Okay. Vous pouvez commencer. Abdou, Sali, Bas. Kasumai, Marie-Louise, Kasumai, Monsieur Konate. Et moi c'est Abdouba. Je suis natif de Dakar, mais ma grande famille se trouve à Pire, dans le département de Tivaouane, dans la région de Thiès. Donc, je me réjouis vraiment d'avoir fait votre connaissance, d'autant plus que Cabrousse, ça signifie beaucoup pour l'histoire féminine sénégalaise. Donc, ça me rappelle à la grande dame du Cabrousse qui a fait une révolution, vraiment qui a honoré toutes les femmes du monde, mais en particulier les femmes sénégalaises. Aline Souté Diata, je vous nomme. Donc, voir des personnes venant de Cabrousse, je pense que le débat aura un niveau vraiment important. Et je profite de l'occasion pour honorer aussi la femme sénégalaise, la femme africaine, qui souvent, quand on parle d'elle, on les ôte de l'histoire, mais le Sénégal regorge de femmes très, très, très valeureuses. Donc, où nous, en tant que Sénégalais, nous n'avons pas peur de les parler un peu partout dans le monde. Donc, voilà, en espérant qu'on aura un débat très relevé et puis que chacun d'entre nous, au sortir de ce panel, qu'on puisse avoir des bagages. Mais aussi vous donner aussi ce que nous avons nous aussi, puisque je pense que ce sera un échange très fructueux. Voilà, merci beaucoup. Voilà, bonsoir. C'est Bakbalo. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Il y a trop de bruit là où je suis, parce que je suis au lieu de travail. Albert, vous m'écoutez? Oui, oui, on t'écoute, Bas, on t'écoute. Voilà. Donc, On ne te voit pas, mais on t'écoute. Non, non, c'est préférable que vous ne me voyez pas, parce que si au travail, et bon, et tellement je n'ai pas voulu perdre, en tout cas, un seul événement, un seul instant que j'ai posté, donc je me connecte en attendant dans 1 heure de temps. Donc, je vais essayer de vous suivre petit à petit. Donc, Basbalo, effectivement, comme le disait M. Kanouté, je suis de Kolda, la région de Kolda. Voilà. Et donc, ici, je suis représentant de certaines organisations associatives, des associations. D'accord. Et quelque part, je suis président d'association, dans d'autres, je suis secrétaire. Et en tout cas, dans le mouvement de la diaspora. Et aussi, j'ai eu à travailler comme technicien de projet de coopération au développement, et une fois basé à Ziguinchor.
D'accord, donc on sillonnait un peu partout la région de Ziguinchor. Voilà, comme le disait Abdou, Kabrousse, d'accord, Dembélé, Cap Skirring et un peu Kolda. Voilà, donc se retrouver dans cet espace temporaire avec des compatriotes du Sénégal avec un thème aussi important, c'est une très grande joie. Donc, nous écoutons, c'est tout ce que je peux vous dire pour ne pas en tout cas que le bruit vous fatigue de trop. En tout cas, dès qu'il y aura du bruit, mon micro sera ouvert. Albert, il faudra le fermer parce que je suis en train de travailler, pas sur le téléphone. D'accord? Et comme ça, je pourrais écouter, même si je ne vous vois pas et vous ne me voyez pas, mais je peux écouter quand même. Voilà, merci, Albert. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Salim Balo, j'ai 23 ans et voilà, Bassoum Balo c'est mon oncle et je suis de ethnie Peul aussi, comme Abdou et mon oncle quoi. Et actuellement je suis en Espagne, mais je suis d'origine sénégalaise de Kolda, de 6 km au nord si je me souviens bien. Et bah, je fais des études de communication, mais actuellement, je suis en train de travailler. J'ai fini mes études et je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, mais voilà, c'est une petite présentation de moi. Merci, Salim. Oui. Alors, je crois on peut commencer la séance d'un exposé et on va avancer à fur et à mesure. D'accord. Alors, comme je l'ai dit tantôt, c'était juste une petite présentation. Juste une esquisse pour pouvoir entrer dans le débat que j'ai centré sur la femme, le mariage en général. Alors donc, au Sénégal, les hommes et les femmes vivent dans une société dite égalitaire où les uns et les autres jouent pleinement leur rôle. Mais nous allons plus nous appesantir sur la question des femmes et la place qu'elles occupent dans la société. L'histoire des femmes au Sénégal est généralement décrite comme étant liée ou marquée par les poids de la tradition et des religions. Les femmes sont présentes depuis tout le temps dans l'espace public pendant la période coloniale et bien avant. Cela nous amènerait à penser à la reine Aline Sitoé Diatta de Cabrousse, à la reine Ndaté Yalla vers les années 1800. Des femmes qui ont joué un très grand rôle dans l'histoire du Sénégal, surtout pendant le temps colonial. Les femmes ont un statut traditionnel façonné par les coutumes et les religions. Mais malheureusement, leur taux d'analphabétisme est très élevé et elles représentent moins de 10% de la main-d'œuvre. Certaines pratiques culturelles, comme l'initiation, existent encore dans les régions, dans les zones rurales
et même dans certaines villes au nord et au sud du pays. Au nord et au sud du pays. Toutefois, cet état de fait est souvent observé quand celle-ci est en situation d'immigration ou même dans les villes ici au Sénégal et même à l'étranger, dans les capitales et dans certaines villes de différentes régions. Tout cela est entretenu par les pratiques pour mieux maintenir la femme dans la soumission. Dans la soumission. Alors, les maintenir dans la soumission parce que je pense que celle qui ne travaille pas, la femme ne travaillant pas, celle qui ne travaille pas, n'a pas un grand pouvoir, sinon elle tiendra à tendre la main, souvent pour pouvoir subvenir à ses besoins. La femme, ici, est plus considérée, surtout quand parce que c'est elle qui transmet la vie. La femme est plus considérée quand surtout elle a des enfants. Elle fait des enfants, elle a un nombre important d'enfants, mais surtout quand elle met au monde des fils. Elle est aussi, dans les sociétés traditionnelles, gardienne de la tradition. Toute l'école des femmes était transmise par les plus âgés. Ce sont les plus âgés qui éduquent les plus jeunes pour leur apprendre tout de la vie future. Leur apprendre comment se comporter vis-à-vis des personnes âgées, vis-à-vis des parents, mais également vis-à-vis de son mari. Et pour certaines, ça peut aller au-delà. Ça peut aller au-delà. La femme est soumise à une initiation. Une initiation également qui va de l'éducation, parfois, à l'excision, bien que au Sénégal, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour l'interdiction de ce phénomène. Plusieurs formes d'initiation ont été interdites par la Constitution de 2001. Mais les droits juridiques des femmes restent toujours faibles en raison des mariages polygynes et de la loi islamique parfois, mais également il y a les pesanteurs socio-culturels. Néanmoins, de nouvelles lois en faveur de l'émancipation des femmes portent celles-ci à des responsabilités politiques leur permettant d'accéder aux sphères de prise de décision. Dans le milieu culturel, dans le milieu économique, mais également dans le milieu social. Elles sont dans l'agriculture, elles sont chefs d'entreprise, elles sont médecins. Bref, en 2016, un tiers des ministres et 47% des députés sont des femmes. Je m'excuse, on n'avait pas prévu
cette petite séance-là. C'est pourquoi je n'ai pas terminé d'agencer. Ne t'inquiète pas. Voilà, ça peut être une entrée, le temps que, voilà, je mette 1, 2, 3. Voilà. On peut faire un arrêt et passer la parole aux intervenants maintenant. Voilà. Après, on peut répondre peut-être des autres questions, mais je crois que tu as déjà introduit beaucoup de sujets auxquels on peut approfondir. Peut-être vous avez des questions ou bien des interventions ou bien de quelque chose à savoir ou à demander sur les grands domaines que Marie-Louise a parlé. Il a évoqué plusieurs questions. Peut-être vous voulez qu'on fonce dans une de ces choses qu'on a dit. Si vous me le permettez, Albert. Oui, bien sûr. Merci Marie-Louise. Je pense que l'exposé, l'introduction est très claire. Et ce que je voudrais savoir dans le point de vue sociétal, et si on parle de la Casamance, moi, je suis jamais allé. Je suis allé au sud-est, vers Kédougou, Tamba, Salémata, mais je n'ai pas encore eu la chance d'aller en Casamance. Peut-être lors de mon prochain voyage au Sénégal, voilà, je descendrai dans la région naturelle de la Casamance. Mais comment est-ce que se forme cette vie sociale entre les ethnies? Y a-t-il une entente? Puisque moi, en tant que fils de Peul, donc j'aimerais savoir comment les Peuls vivent avec les Diola, comment les Diola vivent avec les Mandinka, les Balantes. Je pense qu'il y a autant d'ethnies dans cette région. Et dans le cadre aussi du mariage, est-ce qu'il y a cette fluidité? Est-ce qu'un Peul peut se marier avec une Diola ou une Diola peut se marier avec un Peul ou un Socé ou quelque chose comme ça? Je voudrais vraiment savoir dans cet aspect. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Abdou. Pour ce qui est de la vie sociale ici en Casamance, je pense que la région de Ziguinchor est une région, si je peux le dire ainsi, où toutes les ethnies vivent en parfaite harmonie. La Casamance, si nous prenons juste le département de Ziguinchor, si nous prenons le quartier de Alouar, Alouar n'est habité que par des tout-couleurs. La plupart des habitants de Alouar sont des tout-couleurs. Donc, qui se disent aujourd'hui Ziguinchorois, Casamancés, il y a des enfants qui sont nés ici, qui ne sont jamais allés au Fouta et pourtant qui vivent bien. C'est une région où les ethnies n'ont aucun problème. Si nous devons parler du mariage, c'est peut-être le mariage entre ethnies. Il y a des Diola qui ont épousé des Peuls, mais comme des Peuls également ont épousé des Diola, le petit souci, c'est peut-être par rapport à la religion. Hein? C'est par rapport à la religion. Un Peul musulman, comme on le connaît, ne peut pas se marier avec un Diola, peut-être catholique. Hein? C'est peut-être juste ça, mais le contraire, une femme Diola qui accepte d'apostasier, s'il le faut également, il faut le dire, qui accepte d'apostasier peut épouser un Peul, parce qu'il y a beaucoup de Peuls qui ont épousé des femmes Diola. Mais si la religion n'est pas une contrainte, les uns et les autres se marient ici en Casamance. Il y a beaucoup de Peuls qui ont épousé des Diola, comme des Diola ont épousé des Peuls, mais plus les Peuls ont épousé des Diola que des Peuls.
mais c'est une ethnie, je vais également le dire, qui se marie entre eux le plus souvent. Mais il y a quelques exceptions, quelques cas de mariage, etc. Comme elle a dit, hein, le département de Ziguinchor et la commune de Ziguinchor, c'est l'exemple typique de comment dirais-je, c'est le Sénégal en miniature, on va dire. Il y a toutes les ethnies qui se retrouvent là. Ce qu'il faut dire, c'est que cela a été accentué par aussi, on peut dire, bon, je pense que c'est peut-être un peu, je vais être un peu direct de le dire, et peut-être, mais c'est le côté un peu entre guillemets positif de la guerre aussi. Si je peux le dire ainsi, c'est-à-dire que le, la guerre a permis aussi un brassage, c'est-à-dire que les populations se sont déplacées. Et quand les populations se déplacent, ils sont obligés de vivre ensemble. Ouais, c'est peut-être le côté, parce qu'en toute chose, je pense qu'il faut regarder l'aspect positif et avancer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu 30 ans, plus de 30 ans, 40 ans de crise armée. Les populations se sont déplacées et ont été obligées de vivre ensemble et sont venues à Ziguinchor. Beaucoup se sont réfugiés à Ziguinchor. Ce qu'elle a dit aussi par rapport au quartier d'Aloir, c'est aussi dû à l'ouverture de cette région parce que l'un des premiers maires était Alpolar. Comment dirais-je? Il est d'origine du Soudan. Et donc, comme Ziguinchor était très peu peuplé à l'époque, Ziguinchor a donné une zone d'habitation aussi au Alpolar. Si tu vas à Adayan aussi, Adayan, c'est l'une des communes les plus Alpolar. Et il y a une cohabitation entre Diola et Alpolar. Donc, c'est des choses qui existent, mais qui peuvent être expliquées par des faits historiques aussi. Voilà, merci beaucoup. Bon, s'il n'y a pas une autre personne qui veut poser, hein, puisque je ne veux pas être... Moi, j'ai une question. Hmm. Premièrement, la présentation, elle a été très bien réalisée et tout. Et ma question, ça serait, il n'y a pas longtemps, j'avais vu, j'étais avec une amie et tout, elle m'a dit, oui, tu sais qu'il y a des écoles au Sénégal pour apprendre à entretenir son foyer pour les femmes, pour les jeunes femmes. Et c'est bon, c'est des écoles où on va pour apprendre et tout, comment être une bonne femme. Et en fait, ma question, c'est est-ce il y a une bonne femme et pourquoi il n'y a que des écoles pour être une bonne femme? Pourquoi il n'y a pas l'envers, en fait? Pourquoi il n'y a pas des écoles qui sont là pour les hommes aussi, pour leur dire, tu dois faire ça, ça, ça? Pourquoi, en fait, on essaye que de faire apprendre les femmes et pas les hommes? Voilà, c'est ma question. Voilà, merci Sally. Les écoles où l'on apprend aux femmes d'être une vraie femme. En fait, c'est des centres de formation, c'est des centres départementaux de formation pour la jeune fille ou des centres régionaux de formation pour la jeune fille. C'est des CRETEF ou des CETEF, quelque chose comme ça, Centre technique féminin. C'est vrai que à l'époque, ces écoles étaient réservées seulement aux filles. Hein? Mais leur objectif premier n'était pas de former des femmes pour devenir de vraies femmes. Non. C'est souvent des femmes qui sont exclues du système scolaire général. Hein? Souvent des filles qui n'ont pas pu franchir le cap du CM2
2 à l'époque, parce qu'il fallait avoir le certificat d'études primaires et avoir également l'entrée en 6e pour pouvoir faire la 6e si les parents n'ont pas les moyens. Souvent, ces filles étaient orientées dans ces centres-là pour une formation professionnelle. Hein? C'était pour une formation professionnelle, bien vrai qu'elles pouvaient également apprendre à bien entretenir une maison, à bien entretenir un foyer, l'économie familiale, etc. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte également que et les filles et les garçons pouvaient bénéficier de la même formation. C'est pourquoi on ne les appelle plus des CTF. Il n'y a plus le volet féminin, mais plutôt, c'est des centres de formation pour professionnels, hein, pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons. Hein. Aujourd'hui, avec cette approche-là, ce phénomène est en train d'être corrigé. Il n'y a plus que des filles, mais plutôt maintenant, il y a et des filles et des garçons. Des filles peuvent faire des filières que, entre guillemets, on disait filières de femmes, comme les femmes également peuvent faire aujourd'hui des filières comme la mécanique, comme le bâtiment, etc. En tout cas, les choses sont en train de changer. Merci d'avoir répondu. Bon, si vous me le permettez, j'aimerais ajouter quelque chose, une suggestion, si tu veux, Sally. Puisque Oui. quand j'étais jeune, quand je faisais l'école primaire aussi, nous, on nous racontait qu'il y avait une cérémonie d'initiation. Je pense que ça se faisait en Casamance. C'était des jeunes garçons qu'on regroupait dans le bois sacré. On leur apprenait, bon, souvent c'est des adolescents, on les apprenait comment devenir un vrai homme dans la société, c'est-à-dire on les apprenait les vertus. Donc, l'homme doit être correct, doit être un travailleur, c'est comme ça qu'on doit traiter les parents, c'est comme ça qu'on doit se comporter dans la société. Je pense qu'au sortir de ces cérémonies d'initiative, donc, on t'a inculqué des choses qui peuvent te permettre de pouvoir gérer ta vie. Donc, moi, je suis passé, hein, quand on faisait la circoncision, comme tout jeune Sénégalais, j'étais avec des amis. Donc, on nous a réunis, on était une quinzaine de personnes. On nous a réunis, on nous disait que c'est comme ça que vous devez vous comporter devant la femme. Il faut la respecter. Je pense que ce sont ces vertus avec qui, vraiment, qui sont des choses qui m'ont suivi jusqu'à présent. Je me glorifie de ça aussi. Donc, pour dire que c'est pas seulement du côté des hommes, même si ça devient un peu rare maintenant, mais je pense que les hommes ont souvent été initiés dans la vie. Peut-être les contextes sont un peu différents. Donc, il y a des choses qui changent. Et avec la mondialisation, le capitalisme, on a trait à beaucoup perdre beaucoup de bonnes choses. Donc, moi, étant une personne qui aime mon pays, qui aime l'Afrique, je ne dis pas que je suis un panafricain, mais quand je cherche les choses qui sont bonnes, qui sont meilleures, et puis essayer de les exposer. J'ai vécu cela. Et je pense qu'aujourd'hui, ça m'a vraiment servi dans ma vie. Merci beaucoup. Merci. C'est une très bonne suggestion. Là, l'initiation en tant que telle est une bonne chose, même du côté des femmes. Parce que je pense qu'en dehors de l'excision, l'initiation est bonne parce que, comme vous l'avez dit, permet d'enseigner, d'inculquer aux femmes les vraies valeurs. Hein? C'est également comme pour les hommes. C'est dans la classe de l'homme vraiment que beaucoup de choses, surtout vertueuses, sont apprises. Merci. J'avais une question, si vous me le permettez, puisque Oui. dans votre exposé, vous avez énuméré les problèmes politiques. Donc, quand on parle de la Casamance aussi, il faut faire référence à la guerre. Hein. Depuis plus de 30 ans, on dit que... Et pensez-vous que c'est dû à ce que la Casamance soit une zone très riche, alors qu'il fallait créer des conflits politiques pour que le Sénégal ne soit pas stable? Donc, dans quel angle pouvez-vous mesurer cette chose? D'autant plus que la Casamance, c'est une région immensément riche, d'après les investigations que nous faisons. La Casamance pouvait être le grenier, par exemple,
et nutritionnelle du Sénégal. Mais pourquoi depuis tant d'années, on s'avertit à parler de guerre en Casamance, des gens qui veulent prendre leur indépendance, alors que on est on est dans le même territoire. Donc, quelles sont ces réponses que vous pouvez m'apporter pour que je puisse m'édifier, puisque ça m'intrigue vraiment la pensée. Ensuite, je, ah, je crois que vous vous intéressez beaucoup à la Casamance, parce que comme vous l'avez dit, la Casamance, dans les manuels scolaires, on appelait la Casamance le grenier du Sénégal. Et aujourd'hui, c'est l'une des 3 régions les plus pauvres, ce qui est paradoxal. Parmi les 3 régions les plus pauvres, il y a Kolda, il y a Sédhiou. Et c'est paradoxal. Maintenant, pour le conflit, moi, je travaille en tant que chercheur depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Il y a des explications qui sont liées à l'histoire coloniale. Vous savez, la Casamance, elle était dominée par les Portugais. Et le reste du Sénégal était dominé par la France. Donc, si vous vous rappelez dans l'histoire, on dit quand les Européens se sont réunis là où ils ont mis une carte sur la table et chacun a pris sa part. La conférence de Berlin. La conférence de Berlin. Donc, mais les gens schématisent ça, mais c'est exactement ça. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on a mis la carte sur l'Afrique et chacun a pris sa part de cette carte. Mais dans ce découpage, il y a aussi, j'oublie, la partie anglophone qui est la Gambie. Vous voyez que la Gambie, elle est au centre du Sénégal, ce qui pratiquement n'existe pas dans le monde. C'est exactement ce qui s'est passé, mais entre les Anglais et les Portugais, ça se jouait aussi sur des anticipations géopolitiques. Par exemple, la Grande-Bretagne n'a jamais voulu céder la Gambie parce qu'elle voulait toujours avoir quelque part ou avoir la France quelque part, quoi. Vous comprenez? Le Portugal aussi, entre le Portugal et la France, il y a eu aussi des questions géopolitiques. Il y a eu une partie qui a été rétrocédée par les Portugais et d'autres parties qui n'ont pas été rétrocédées par les Portugais. Vous voyez que la Guinée-Bissau, elle est portugaise. Donc, il y a toutes ces... Bon, on peut faire prendre des heures là-dedans, mais il y a d'abord cette explication-là qui fait que aujourd'hui, la Casamance physique, sur le plan géophysique, si vous voyez, sur le plan géophysique, il faut le dire, par exemple, moi, à l'époque, nos grands-parents, quand ils disaient je vais à Dakar, ils disaient je vais au Sénégal. Ouais, je vais au Sénégal. La plupart du temps, les gens disent que je vais au Sénégal en disant que je vais à Dakar. Ouais. Jusque-là, certains. Voilà, elle le confirme. À Cabrousse, les gens disent je vais au Sénégal en parlant d'aller à Dakar. Alors, il y a cette question géopolitique qui a été un peu la source de ça. Mais après, pourquoi ça s'est perduré? C'est là où les questions de ressources naturelles interviennent. C'est-à-dire que avec aujourd'hui la prise de conscience des acteurs de la richesse de la Casamance, les enjeux deviennent encore beaucoup plus importants. Donc, je pense que ce sont ces questions maintenant aujourd'hui d'enjeux de ressources naturelles qui font que la crise perdure. Donc, il y a des enjeux sur le bois,
il y a des enjeux sur le pétrole. Aujourd'hui, il y a des enjeux sur le zircon. Donc, voilà énormément de facteurs qui font de la Casamance aujourd'hui une zone qui est vraiment, qui suscite la convoitise de plusieurs acteurs, autant au plan géopolitique qu'au niveau interne aussi. Mais on peut continuer les échanges sur cette question-là. Je pourrais, si vous êtes particulièrement intéressé, je pourrais vous envoyer beaucoup de documentation sur ça. Merci. Voilà, merci beaucoup, ce serait un plaisir. Voilà. Merci. Merci. Je vais dire une chose. Voilà, comme il l'a dit, moi, comme il l'a dit, c'est très bien dit, c'est également une mauvaise volonté politique. Moi, je pense qu'il y a une très mauvaise volonté politique de faire de la Casamance le grenier du Sénégal. D'autant plus que, comme il l'a dit, avec toutes les ressources que regorge la Casamance, le Sénégal ne devrait pas être à ce point-là. On devrait décoller il y a longtemps, mais c'est parce qu'il y a une mauvaise volonté politique de faire de la Casamance le pôle de développement du Sénégal. Merci beaucoup. Peut-être en dehors des 4 conversations qu'on a fait, ou peut-être le dernier jour, on peut demander aussi à Wahab de récupérer ce thème-là. Parce que lui, il a travaillé beaucoup ces questions de médiation politique dans l'Afrique occidentale. On peut les récupérer. Mais alors, c'est un sujet très complexe. Et c'est bien pour se centrer, pour voir un peu cette spécificité de la Casamance, mais je reviendrai à la question de la famille et du genre. Marie-Louise, si tu veux, tu peux continuer. Voilà. De mariage. Voilà. Par rapport au mariage, le mariage dans la tradition, c'était un lien entre familles. La fille était donnée en mariage dès le bas âge. Mais ce n'est pas son mari qui va la chercher du moins, ce n'est pas le mari lui-même qui fait les premiers pas pour trouver son épouse, mais plutôt c'était des familles, c'était les oncles, n'est-ce pas, qui cherchaient la femme pour son mari. Et c'était en fait un lien entre familles. La fiancée était prise très jeune, mais pour qu'elle puisse savoir dans quelle famille elle va être, ça permettrait également aux tantes de l'éduquer, de la préparer à intégrer telle ou telle autre famille. Donc, la fille également, donc, n'avait pas le droit de refuser. Elle n'avait pas le droit de refuser parce que également, elle était préparée à accepter, à se soumettre, à respecter les décisions des plus âgés. Mais également, le mariage également se faisait entre familles. Ça dépendait d'une société à une autre, d'une ethnie à une autre. Le mariage d'une jeune fille, la fille ne devait pas sortir du cercle familial pour certains. Quand le Wolof dit le bien, comment je vais le dire en Wolof, alal du génn gaal,
ce qui veut dire le bien ne sort pas de la pirogue, cela voudrait dire que la richesse devrait rester dans la famille. Donc, on n'avait pas besoin d'aller chercher la femme ailleurs, il fallait la trouver dans la famille elle-même. Hein? Tout cela montrait le second plan relégué à la femme qui n'avait pas le droit de se trouver elle-même son mari, ou que le mari également, sans la famille, ne pouvait pas chercher sa propre femme. C'est la famille donc qui avait le pouvoir de décision. Et la femme était tenue, quelles que soient les difficultés, d'accepter ce mariage-là. Mais également, il y a dans certaines familles également, dans certaines ethnies, pour préserver la virginité de la femme, cette dernière était donnée en mariage précocement. Cela pour préserver sa virginité, ou bien pour satisfaire économiquement le besoin d'une famille, on pouvait donner très précocement la fille en mariage. Voilà donc un peu ce que j'ai noté par rapport au mariage, la précocité du mariage, le mariage qui se faisait entre familles où la jeune fille elle-même n'avait pas le droit de demander de trouver son mari. Mais ce qu'il faut considérer dans ça est que avant, malgré que la femme n'avait pas le choix, c'était souvent des mariages qui pouvaient durer, qui pouvaient fonctionner, parce que à chaque fois, toutefois, il y avait les tantes qui raccommodaient, qui faisaient tout pour que ça aille, qui venaient aux soins, qui apportaient des conseils. Aujourd'hui, avec ce que l'on peut appeler les mariages modernes, la fille a le droit de choisir son mari. La fille a le droit de présenter à ses parents celui qu'elle souhaiterait épouser et vice-versa. Mais il y a également un phénomène malheureusement qui se fait remarquer. C'est parfois souvent des mariages qui ne font pas long feu. Bien vrai que il y a des mariages qui marchent très bien, mais les familles, par rapport à cette situation, il y a des familles qui se désengagent, hein, qui ne se portent plus conseillers, qui ne se portent plus éducateurs, qui n'apportent plus de soutien. Et c'est peut-être souvent pour dire, voilà, on va voir jusqu'à quel point ils vont aller. Et c'est pourquoi, pour la plupart, ça marche, mais d'autres fois non. Hein? Voilà donc. Compléter juste, Marie-Louise. Ce qu'elle a expliqué, c'est exactement ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, le mariage a un peu évolué avec les temps modernes. La place de la famille, la place qu'avait la famille dans la démarche du mariage et dans sa gestion ne l'est plus. Comme elle a dit, les familles, le mariage se faisait en famille. Et ça se gérait aussi
un peu avec une place importante de la famille. Aujourd'hui, de plus en plus, la famille est en retrait. Et on constate aussi qu'il y a les divorces, il y a énormément de divorces aujourd'hui et les mariages se cassent très rapidement. Bon, on peut l'expliquer, on peut penser qu'il y a beaucoup plus de problèmes aujourd'hui qu'ailleurs, mais ça peut ne pas être ça. C'est vrai que peut-être qu'avant, il y avait des problèmes, mais ça se gérait. Mais aujourd'hui, les problèmes, quand ça arrive entre l'épouse et son mari, il n'y a plus de médiation en réalité de la il n'y a plus de médiation en fait des familles et très vite on va vers le divorce et ça cause des fois beaucoup de problèmes par rapport aux enfants, etc., etc. Et donc je pense que c'est un débat. La question du mariage aujourd'hui est quelque chose d'important. Je raconte une anecdote, par exemple, qu'on me raconte des fois. On dit souvent que maintenant, les mariages des jeunes, si tu veux savoir dans un couple s'il y a des problèmes, il faut regarder les statuts des WhatsApp, quoi. C'est-à-dire, si la femme n'est pas contente de son mari, elle enlève la photo de son mari. Tu vois, elle met un écran noir, quelque chose comme ça. Mais si ça va très bien, tu vois que dans le statut, voilà, avec son mari, etc., etc. Et on me disait que pour savoir maintenant s'il y a des problèmes dans un couple, il faut regarder le statut de la femme ou de l'homme. Et tout de suite, tu peux savoir si actuellement ça marche ou pas. Donc, je vois Salih Balo qui est en train de sourire et Abdouba, mais vous pouvez confirmer ou infirmer ça. Hein? J'ai une autre question. Est-ce que vous pensez pas que aujourd'hui le mariage des jeunes, il ne dure pas parce que la femme, elle est plus instruite qu'avant. La femme, elle sait ce qu'elle vaut et elle veut pas on veut, je me mets dedans, on veut plus rester comme avant, on veut plus rester, c'est vrai, on peut respecter notre foyer et notre mari, mais on veut avoir aussi une vie sociale, on veut faire des choses. Et est-ce que le mariage traditionnel qu'une femme mariée doit rester à la maison, est-ce que la modernité joue pas son rôle aussi concernant tous ces divorces? Je ne sais pas si ma question elle a été bien posée, mais voilà. Elle est très claire. Oui. Elle est très claire. C'est vrai, Sally, ça peut être en partie pour ça. La femme, c'est aujourd'hui ce qu'elle vaut. Et moi, je vais même aller jusqu'à dire le fait que la femme sache ce qu'elle veut devrait être bénéfique à l'homme. Mais il lui fait peur. À l'homme, quand la femme elle est forte, ambitieuse et courageuse, l'homme il a peur. C'est ça que j'ai remarqué. Voilà, ça c'est vrai. Ça c'est vrai et je pense que c'est souvent ce qui est la cause de ces divorces. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la femme devrait travailler. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une vie plus difficile qu'avant, où seulement l'homme, ce que nous pensons, ne peut pas subvenir à tous les besoins de la famille. Surtout que nous, ici en Afrique, nous avons non seulement notre propre famille, mais nous avons la famille élargie. Seul l'homme ne peut pas. Seul, il ne peut pas. Et donc, il est bon que la femme, elle également, travaille. Elle travaille ce que peut une main, les champs de 10,
Je pense que 2 mains peuvent le faire plus. Hein? Ce que peut faire une main, 2 peuvent faire plus. Là où on devrait travailler, c'est mon avis, c'est mon humble avis, c'est le fait que les hommes n'aient plus peur que nous travaillons. Il ne faudrait pas que les hommes aient peur que nous travaillons. C'est peut-être parce que quand nous travaillons, comme vous l'avez dit, nous montrons que nous pouvons, nous montrons que nous pouvons faire plus, nous montrons que nous sommes supérieurs, alors que on ne devrait pas, l'un ou l'autre ne devrait pas montrer sa supériorité ou son intelligence ou par rapport à l'autre. Quand on parle d'intelligence, quand on se croit intelligent, il faudrait qu'on se dise qu'il y a plus intelligent que nous. Quand nous pensons que nous sommes riches, il faut également voir qu'il y a plus riches que nous. Quand nous pensons fort, il faut nous dire qu'il y a plus fort que nous. Alors peut-être que dans ces sens-là, c'est peut-être juste mon opinion, on ne devrait pas faire peur. Nous femmes, parce que le mariage, c'est parce qu'on a choisi de vivre avec quelqu'un, comme on le dit souvent, pour le meilleur et pour le pire. Hein? Alors, tant que nous ne montrons pas, nous aussi, notre ego, hein, et je vais également dire que nous sommes ou musulmans ou catholiques, ou animistes, où la croyance est là, et pour toutes les croyances, toutes les religions qu'on nous a révélées, on nous parle d'humilité. Je ne suis plus d'accord pour la soumission, mais pour l'humilité, pouvoir comprendre l'autre pour mieux vivre. Hein? Que nos hommes n'aient pas peur de nous. Nous ne sommes pas des lions, nous ne sommes pas des tigres. Que nos hommes n'aient pas peur de nous. Montrons notre force, montrons notre intelligence, apportons tout ce que nous pouvons, mais toujours dans le meilleur, hein, dans les rapports les meilleurs possibles. Moi, j'ai une petite observation, si vous me le permettez. Oui. Je suis un légaliste, mais quand même, comme je disais tantôt, je suis tellement ancré aussi à ma culture. Je sais que nous sommes Sénégalais, hein, Sénégalais bonté, et nous sommes régis, quoi qu'il advienne aussi, par nos réalités sociétales et culturelles. Je sais que aussi la société sénégalaise, elle est un peu trop en avant par rapport à une grande partie de la société africaine. Nous sommes des progressistes, mais aussi ne tendons pas à cette perversité, si vous m'excusez du terme, de cette société européenne aujourd'hui. Nous sommes en Europe. On n'a pas peur de le dire. Nous n'avons pas les mêmes réalités aussi culturelles parce qu'on nous a imposé la colonisation. Aujourd'hui, on va nous imposer cette manière de vivre qui tend à une chose méconnaissable. Aujourd'hui, il est tout permis de faire dans certains pays. Alors que nous, à travers nos réalités socioculturelles, ça, on ne peut pas le faire. C'est ça aussi la réalité. Qu'on soit Diola, qu'on soit Poulard, qu'on soit Soninké, qu'on soit Mandinka, on ne se le permet pas. Ça aussi, il va falloir que nous sachions tracer des limites là où il y a des limites et ne pas franchir ces limites. Je suis d'accord que la femme soit émancipée. La femme sénégalaise a toujours été émancipée. Ça, on a parlé d'Aline Sitoé Diatta, on a parlé de Linguère Ndaté Yalla. Elles ont fait ce que des hommes n'ont jamais réalisé dans le Sénégal. Ça, nous sommes fiers. Mais cela aussi, on ne doit pas empêcher à ce que la femme soit autonome. On est en train de le réussir du point de vue politique. Dans le gouvernement, il y a beaucoup de femmes. Dans l'Assemblée nationale, si je ne m'abuse aujourd'hui, c'est la parité. Donc, allons-y quand même doucement. Il ne faut pas qu'on aille très, très, très vite en besogne. Sinon, nos enfants aujourd'hui, ils ne vont pas recevoir cette éducation. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège que les gens sont en train de nous infliger. Il faut aussi qu'on parte avec conscience. Moi, je suis très d'accord à ce que les gens soient émancipés, qu'on soit égal dans les chances, mais du point de vue culturel, le Sénégal, la culture est au-dessus même de la religion. Puisque même si on est croyant, qu'on soit chrétien ou musulman,
Il y a des choses culturelles qui sont au-dessus de ce que nous croyons. Aujourd'hui, on va chez des marabouts, on va chez des gens pour qu'ils fassent des prières. Ça, c'est de l'animisme qui a été là depuis belle lurette. Donc, moi, je suis pour une société égalitaire, mais pas une société aussi perverse. Aujourd'hui, si nous regardons le WhatsApp, le TikTok au Sénégal, mais aujourd'hui, même la société européenne, elle est plus consciente que nous. Ils nous vendent ça, mais eux-mêmes, ils ne le font pas. Ou bien, s'ils le font, ils le font à l'intérieur, mais ils ne le sortent pas. C'est devenu très vulgaire. Des gens qui s'insultent, des gens qui, s'ils ont des problèmes, comme le disait monsieur, pardonnez-moi, monsieur Tunkara, non? Monsieur Kanouté, tout à l'heure. Donc, c'est devenu une chose que les gens banalisent, mais ça peut avoir des effets sociaux, des impacts extraordinaires. Il va falloir que vous aussi, en tant qu'éducateur, que vous fassiez savoir à nos enfants que ces réalités et ces valeurs que nous avons, le jom, le ngor, le fula, le faïda, le fit, que ça ne soit jamais échangé par la perversité. Ça, moi, franchement, c'est l'appel que je fais. Et moi, je ne me baisserai jamais devant aucune personne parce qu'on m'a éduqué ainsi. Et je pense que cette éducation, nulle éducation au-dessus de ce qu'on m'a infligé depuis mon tendre enfance. Donc là aussi, il va falloir qu'on aille très, très, très doucement. Nous sommes un pays sous-développé. Nous n'avons pas acquis la grade du développement. Donc, on doit aller peu à peu. Aller peu à peu, petit à petit, mais sûrement. Mais si on balance tout ce que nous avons de bien, on va finir à être méconnaissable. Ouais. Juste une très belle, oui. Un petit moment. Premier, je voulais faire une recommandation de faire les interventions un peu plus courtes. Et aussi, avant que vous répondiez, Pape Marie-Louise, j'aimerais bien qu'il est arrivé un autre membre du groupe, qui est Fatih Sek, et qu'il se présente. Okay. Il nous avait dit qu'il peut-être il a des problèmes pour arriver à l'heure, mais il est là maintenant. Fatih, si tu veux, tu peux te présenter. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Enchantée, c'est un plaisir de partager avec vous cet espace. Je pense que aussi c'est très important que c'est sur la femme, non? Et la femme est la base de tout. Donc, pardonnez-moi pour le retard, j'avais une autre réunion et j'espère qu'on pourra discuter, échanger beaucoup d'idées. Merci. Il y a aussi Bintou, voilà. Je pense. Ah, Bintou, elle est aussi là? Oui, elle est en bas. Ah bon. Oui, oui. Alors, tu peux te présenter, Bintou, je ne l'avais pas vu. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Désolée parce que je suis sur la route et je ne parlais pas bien français, mais et c'est un plaisir d'être ici. Je n'ai compris pas bien tout, mais j'écoute. Donc, ça. On va expliquer plusieurs choses après la séance. Ne t'inquiète pas, Bintou. Vamos a explicarlo, okay. Lo explicaremos. Ok, merci. Voilà, je demande un peu la parole à Albert. Je disais que je n'allais pas pouvoir intervenir, mais si vous me le permettez, avec un peu de bruit qu'il y a autour de moi, si je peux parler. Oui, tu peux parler, bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Merci Marie-Louise de l'effort que vous êtes en train de faire, ainsi que M. Kanouté. Voilà, en fait, c'est dommage que je suis au travail, hein, mais sinon c'est un thème tellement important, tellement riche, parce qu'il est lié même à l'identité de la personne en tant que telle. Donc, je suis vraiment en canevas avec ce que Abdou vient de dire. D'accord? Il y a des choses qui font du peuple, en tout cas de ce que le peuple est. Ses valeurs culturelles, traditionnelles,
qui ont toujours forgé la personne pour qu'elle soit, en tout cas, ce qu'elle est. Aujourd'hui, il y a des identités qui font du Diola, le Diola, qui font du Peul, le Peul, qui font du Mandé, le Mandé, etc., etc., etc. Alors, si nous voulons vraiment nous débarrasser de tout cela au bénéfice, par exemple, de la culture occidentale, avec laquelle nous n'avons pas les mêmes réalités, d'accord? Et alors, on se perd. Donc, on devient nini, ce que certains écrivains racontent dans leurs ouvrages, d'accord? On n'est ni ce qu'on est, d'accord? Originellement, on ne se retrouve non plus pas le peuple auquel on veut copier, d'accord? Alors, le mariage, c'est-à-dire, Madame Marie-Louise Diatta l'a dit, avant, c'était très tôt, la fille a été donnée au mariage. C'était très tôt. Pourquoi? Elle l'a aussi un peu retracé. C'est pour vraiment éduquer, pour vraiment passionner, pour vraiment forger cette fille-là selon l'identité vraiment de la famille ou bien le contexte dans lequel elle va se retrouver donc quelques années plus tard. D'accord? Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. L'autre chose, c'est que il y a tellement eu de générosité chez nous. Pourquoi, là où elle dit, par exemple, pourquoi, vous m'excusez là, pourquoi, par exemple, ce sont les parents qui décidaient et non pas la fille? Pourquoi ce sont les parents qui décidaient et non pas le garçon? C'est parce que ces décisions-là se faisaient vraiment sur leur bien, en connaissant les réalités des deux familles, en connaissant le contexte culturel. Donc, cette fille-là n'est pas encore à mesure de savoir choisir et faire le bon choix qui lui répond à elle. Et non pas le garçon, non plus le garçon a vraiment cette conscience, cette maturité pour pouvoir faire le choix, en tout cas, et d'avoir une femme avec laquelle il va vieillir et faire des enfants ensemble. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire, ces choix-là, c'était fait sur des bases vraiment réelles, honnêtes et transparentes. Cause pour laquelle les mariages ne se cassent pas du tout, presque. Les mariages ne se passaient pas du tout. Même s'il y a des problèmes, c'est une remédiation rapide et puis c'est solutionné. C'est l'oncle qui vient ou bien c'est la tante et puis le problème est solutionné. Et des enfants, vraiment, des enfants valeureux étaient issus de cette union-là. Vous voyez, que ce soit des filles ou des garçons. Donc, il y avait des enfants vraiment d'une très grande valeur, d'une très grande éducation. Vous voyez. Donc, c'est toute la famille. C'est toutes les personnes les plus âgées. Les papas, les grands-parents, les tantes, les oncles. Tout le monde vraiment participé en tout cas à cette structuration, à ce choix, à cette éducation. Maintenant que c'est devenu on laissait faire, alors c'est comme ça. Donc moi, je suis libre de choisir, indépendamment du conseil que ma maman veut me donner, ou de l'oncle, ou de la tante, ou de qui que ce soit. Donc, on a vraiment écarté ces interventions-là, on a écarté ces opinions-là, vous voyez, cause pour laquelle donc, les mariages ne durent plus comme avant. Et une autre question encore, c'est-à-dire, auparavant, surtout le milieu Peul, je sais même les Diola aussi, c'est leur cas. Bas, essaye d'être bref, parce qu'on n'a pas trop de temps. Termine. D'accord, avec ça, je termine. Donc, je disais, la dernière question, c'est que c'était très rare auparavant de trouver une fille vraiment moins de 18 ans qui n'a pas encore vraiment son mari, ou bien même si elle a son mari, en tout cas, qui faisait des enfants chez le domicile parental, chez ses parents. C'était très rare, mais maintenant, aujourd'hui, c'est en pagaille. C'est devenu en pagaille. On le retrouve un peu partout. Il suffit vraiment de tourner 2 ou 3. C'est plein au Sénégal. Et indépendamment de la religion, que ce soit un musulman, catholique, quelle que soit la religion. Donc, tout cela, c'est un délaissé vraiment de notre éducation, de nos fondements, de notre culture qui nous fait ce que nous sommes et au bénéfice vraiment d'abrasser une autre culture. Voilà, je ne sais pas si je me suis fait expliquer, mais c'est juste une contribution que j'ai voulu apporter pour vraiment une question de famille aussi importante et aussi fondamentale. Merci. Merci, Malo. Je vais peut-être ajouter juste quelque chose.
En tout cas, merci pour cette diversité d'avis qui est extrêmement important. L'avis de Sally, elle est très pertinente, son constat est très pertinent. Le fait que aujourd'hui les hommes ont peur, c'est ce que je veux confirmer, et ont peur du niveau d'éducation des femmes. Parce que je pense que ce qui se joue, on va dire, ce qui se joue derrière, c'est la question de l'autorité, en fait. C'est-à-dire, les hommes pensent que quand elles prennent, je ne dis pas tous les hommes, mais la plupart des hommes pensent que si elles prennent comme épouse une femme intellectuelle, elles n'auront plus d'autorité. C'est-à-dire, c'est la question de l'autorité qui est en jeu. Et je pense que aujourd'hui, je vois, moi, de plus en plus, ce qui est peut-être un peu bizarre, je vois beaucoup plus de femmes intellectuelles aujourd'hui qui sont restées très attachées à leur culture. De plus en plus, je vois, par exemple, des femmes qui sont banquières, mais qui ont des niveaux de poste extrêmement hauts dans la société, mais qui restent fortement traditionnels, qui disent que, voilà, qui vont à la Mecque, qui vont, de plus en plus les jeunes vont à la Mecque, vont à Rome, tu vois, des choses comme ça. Et ça, je pense que c'est un effet, c'est un effet aujourd'hui qui est nouveau. C'est-à-dire les jeunes aujourd'hui, il faut dire, sont à la recherche de leur identité. De leur identité, effectivement. Aujourd'hui, si vous voyez le mouvement, tout le mouvement qui est derrière on va dire entre guillemets, l'anti-occidentalisme, c'est vraiment un mouvement qui va au-delà même de oui, France dégage, oui, États-Unis dégage, mais c'est vraiment les jeunes qui veulent rester eux-mêmes. Et ça touche aussi bien la femme que les hommes. L'autre chose que je voulais signaler, c'est le niveau d'éducation. Le niveau d'éducation, il est extrêmement aujourd'hui déterminant dans le mariage. C'est-à-dire, si les deux époux, si leur niveau d'éducation est élevé, souvent, ça dure. C'est-à-dire, si les deux, aussi bien la femme que le mari, le niveau d'éducation est assez élevé, souvent le mariage dure. C'est ce que j'ai constaté. Mais si entre les deux, il y a un décalage de niveau d'éducation, souvent, ça pose problème. Et moi j'ai une fille, c'est ce que je lui dis, je vous dis ça. Je dis à ma fille, il faut tout faire pour réussir. Parce que si tu réussis, ton mari aura beaucoup plus de respect pour toi. Moi, c'est le message que je dis à ma fille. Il faut réussir parce que si tu réussis, ton mari aura beaucoup plus de respect pour toi. Ça, c'est ce que aujourd'hui qui est constaté. Mais ce qu'il faut dire, moi, je suis d'accord vraiment avec Abdou et Mbalo et tout ce que vous dites là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut trouver le juste équilibre. Et je pense que le président Senghor, qui est notre premier président, l'a résumé en disant enracinement et ouverture. Enracinement d'abord dans nos cultures, ce qu'il y a de plus positif dans nos cultures. Parce que dans nos cultures, tout n'est pas positif aussi. Il y a des choses qui ne sont pas bien. Il faut garder tout ce qui est positif et s'ouvrir, mais s'ouvrir aussi vers tout ce qui est positif de l'autre, chez l'autre. Et c'est ça, à mon avis, la chance que nous avons, nous, en tant qu'Africains, c'est d'abord de nous enraciner, de prendre les choses qui sont bien chez nous et de l'améliorer avec les choses qui sont bien chez l'autre. Et tu as parfaitement raison en disant qu'aujourd'hui, par exemple, l'utilisation des nouvelles technologies, telles qu'utilisées en Europe, on va dire, est un peu pervertie dans nos pays. Je te disais, par exemple,
maintenant, entre un couple, un jeune couple, quand tu veux savoir s'il y a un problème entre les jeunes couples, il faut juste voir leur statut sur WhatsApp. Ça, je ne pense pas qu'en Europe, par exemple, une femme ou bien un homme le fait parce qu'il a des problèmes avec son mari. Bon, je ne sais pas, mais je veux dire que l'utilisation qu'on fait des réseaux sociaux aujourd'hui dans nos pays pose problème. Mais ça, c'est lié aussi au niveau d'éducation qui sont très, des fois faibles au niveau de certaines populations. Aujourd'hui, tout le monde a accès à WhatsApp, tout le monde a accès à Instagram, etc. Et ça influe beaucoup sur nos comportements, ça influe beaucoup sur le mariage. Alors, la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas être pessimiste. Aujourd'hui, moi, je pense que les lignes sont en train de bouger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui étaient faites hier, mais qui ne se font plus. Le choix, par exemple, de l'époux ou de l'épouse aujourd'hui, je pense que de plus en plus, c'est des choses qui n'existent plus. On ne peut plus imposer à un jeune de choisir la femme qu'il n'aime pas ou bien une femme de lui imposer le mari. Ça, quand même, sur ce point-là, les lignes ont beaucoup bougé. Maintenant, comme le dit M. Ba et M. Fat et M. Balo, il ne faudrait pas que ça bouge et que ça pervertit la société jusqu'à ce qu'on arrive à un point de non-retour. Une dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, les familles sont remplacées dans la gestion du ménage. Et on voit de plus en plus maintenant des coachs. Je vois maintenant à Dakar des gens qui sont spécialisés sur le coach des mariages. Et ça veut dire quoi? C'est un signe. Ça veut dire que les familles qui jouaient le rôle de coach aujourd'hui ont disparu et aujourd'hui il y a le métier de coach du mariage qui apparaît. Comment une fille peut faire pour plaire à son mari, comment un homme peut faire pour plaire à sa femme. Avant, c'était la maman qui disait à sa fille, voilà comment tu peux faire pour garder ton mari. Et l'homme aussi, le papa disait à son fils, voilà comment tu peux faire pour garder ta femme. Maintenant, ses parents ne font plus ça, ou bien il n'y a plus de communication entre les parents et les filles, et chacun y va de sa façon de voir. Juste ajouter une petite chose pour dire que j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Abdou. Effectivement, nous avons beaucoup de valeurs. Nous en avons tellement que nous pouvons les transporter. Alors, il faut les préserver, il faut les garder. Hein? Sally, je l'ai dit tantôt, il ne faudrait pas que nos hommes aient peur de nous parce que nous avons réussi. Non. Au contraire, cette réussite doit être positivisée en ayant comment ça se dit, cette réussite et pouvoir garder son nom, hein, pouvoir le rassurer, hein, pouvoir le maintenir. Pourquoi? Parce que également l'éducation de nos enfants en dépend. Nous ne pouvons pas recevoir une éducation et ne pas pouvoir l'inculquer à nos enfants. Hein? C'est vrai qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont dans l'immigration, nous ne pouvons pas, ne peuvent pas amener leurs parents. Ils ne peuvent pas amener la famille. Mais ce qu'ils ont comme éducation, ils peuvent réellement le préserver, mais au bien de ces enfants que nous devons éduquer. Je donne seulement également une anecdote. J'ai un oncle qui était en France, mais qui est revenu, c'est sa famille qui est encore. Mais il m'a dit, je suis parfois peinée de regarder certaines familles. Il me disait carrément, j'ai eu la chance d'avoir ma femme, qui, elle, était instruite. La femme avait un niveau plus élevé que le niveau de son mari,
et elle a tout fait pour apporter une très bonne éducation à ses enfants. Mais il me dit, à côté, juste à côté de ma porte, j'ai vu des familles africaines sénégalaises qui n'ont pas réussi l'éducation de leurs enfants parce que, ou à chaque fois, ils se tiraillaient, ou la femme se croyait supérieure à l'homme. Et malheureusement, ils ont fait de leurs enfants des révoltés. Des enfants qui étaient révoltés, qui aujourd'hui se sont abonnés à la drogue, à l'alcoolisme et tout ça là. Et malheureusement, ce n'est pas souhaitable que notre intelligence, notre réussite puisse réellement bénéficier à nos familles. Voilà. Je voudrais dire une chose, Pape, car comme vous voyez, je n'interviens pas normalement aux discussions et je ne vais pas faire maintenant. Hein. Simplement, on a pas beaucoup, on finit toujours à 19h. Je crois que c'est important de finir parce que sinon, c'est difficile de régler le temps. Mais on va voir parce qu'on a des volontés de continuité. Je crois que c'est très large ça qu'on a trouvé. Et alors, je voudrais mettre, comme on a recueilli toutes les questions, je voudrais mettre dans ces 20 minutes, 25 minutes qu'on a, de répondre des questions que je crois qui sont importantes. Une question, c'est alors, on voit que le Sénégal, comme des autres lieux dans l'Afrique, sont dans l'opportunité de garder en même temps les traditions de chacun et aussi de prendre et modifier la modernité. Peut-être plus que dans des autres pays, peut-être plus que dans l'Afrique, que dans l'Europe, où la tradition a été bouleversée vraiment pendant le siècle XIX. Hein. Mais alors, il y a une question que je voudrais mettre. Alors, je crois que dans cette on peut dire, comment on dit ça, désafiement, dans cette challenge, je ne me rappelle pas le nom en anglais, dans le repte de combiner la modernité et la tradition, de faire choisir l'individu et garder le défi, c'est ça, le défi. Merci à tous. Je l'avais dans la tête, mais ça ne sortait pas. Alors, le défi, apparemment, les femmes, ils ont un grand rôle, les femmes africaines. Et c'est ça, c'est la question que je voulais mettre pour penser jusqu'à la fin de la séance. Parce que maintenant, tout le monde, on est conscient là que le Sénégal, c'est dans un moment critique. Et critique, je veux dire, des changements, mais un changement important. On peut aller bien ou on peut aller mal. Pas pour tout le temps, mais pour quelques temps. Et il y a beaucoup de choses à décider. Alors, je vous demande, dans cette affaire, dans ce moment-là, où il y a aussi toute l'affaire Sonko, l'affaire Sweet Beauty, comme on lui a dit aussi, cette affaire qui a été dans les médias, il affectait aussi directement aux femmes. Alors, je voudrais vous demander, quel est-ce que vous pensez que peut être, ou que c'est en train d'être le rôle des femmes dans cette crise, dans ce moment critique du Sénégal? Qu'est-ce que ça va se passer? J'avais aussi d'autres questions, mais je vais la laisser par un autre moment parce que c'est trop compliqué. C'est différent. Hein? Mais cette question, je crois que c'est important de faire une réflexion. Et je crois qu'avec ça, on peut peut-être finir cette séance et bien sûr voir si on peut récupérer une autre séance dans le futur. Hein? On ne t'écoute pas. Allô? Oui. Là maintenant, oui. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Ça va. Oui. Vous m'entendez maintenant? OK. Je disais que ce que je disais tout à l'heure, et c'est peut-être lié aux défis qui sont aujourd'hui compris par les migrants. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vois beaucoup de migrants, ils font tout pour faire venir leurs enfants
au Sénégal pendant leur bas âge. Pourquoi les migrants, ils font tout pour faire venir leurs enfants? C'est ce que disait Marie-Louise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en étant en Europe, ils se rendent compte que si les enfants grandissent en Europe, il y a des risques que ces enfants-là ne puissent pas connaître leur culture. Et c'est une prise de conscience de beaucoup de migrants en Europe. Parce que la deuxième génération, pour la plupart, par exemple, si je prends la France, moi, que je maîtrise, j'étais là-bas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cas d'enfants de migrants qui ne connaissent pas leur culture et qui ont échappé un peu à leurs parents. Et c'est ça que beaucoup de parents migrants aujourd'hui ne veulent pas. C'est pour cela, toutes les occasions sont bonnes pour que les enfants viennent au Sénégal et puissent comprendre c'est quoi la famille, c'est quoi la tante, c'est quoi le voisin, etc., etc. Et je vois que ça influe beaucoup sur l'éducation de ces enfants-là. Maintenant, je pense que, comme Albert, tu l'as dit, le défi, c'est vraiment comment aujourd'hui arriver à combiner ce côté, je veux garder ma culture, mais je veux aussi m'ouvrir. Je pense que c'est une thématique qui mérite d'autres séances et où il peut y avoir des propositions même de la part des jeunes, de voir comment on peut garder sa culture tout en étant en Espagne, tout en étant en Europe, etc. Et je pense qu'il peut y avoir des propositions concrètes, des voyages interculturels. Hein? Ça, c'est extrêmement, je pense que c'est extrêmement important, faire voyager les jeunes et les impliquer dans des actions de citoyenneté au Sénégal, dans des actions de développement culturel. C'est des choses, à mon avis, qui permettent aux jeunes aussi de pouvoir comprendre leur culture, mais aussi de pouvoir s'ouvrir également. Maintenant, pour venir à la question d'actualité, je laisserai après moi à Marie-Louise de dire son opinion, mais aujourd'hui, l'actualité politique du Sénégal, qui est partie d'une affaire privée, il faut bien le dire, la question aujourd'hui qui secoue le Sénégal et où on a enregistré aujourd'hui plus d'une trentaine de morts, mais c'est parti d'une affaire privée entre une fille et un homme, même si c'est un homme politique. On ne va pas venir sur pourquoi comment ça s'est fait. Mais aujourd'hui, la conséquence, c'est quoi? La conséquence aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la justice a dit qu'il n'y a pas eu de viol. La justice a dit qu'il n'y a pas eu de viol. Mais qu'est-ce qui a déclenché les émeutes? C'est qu'il a été condamné pour corruption de jeunesse. D'ailleurs, les gens disent que la corruption de jeunesse, c'est depuis Socrate. Depuis Socrate, il y a plus de 800 ans. Même si ça existe dans l'architecture juridique, mais voilà. Alors, la conséquence, c'est quoi aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, il y a, à mon avis, une vision. Le risque, c'est le changement de vision du viol. C'est-à-dire comment les Sénégalais, aujourd'hui, perçoivent le viol. Comment les Sénégalais perçoivent le viol. Et je disais qu'aujourd'hui, les organisations de femmes au Sénégal ont beaucoup lutté durant ces dernières années pour criminaliser le viol. Aujourd'hui, le viol est criminalisé au Sénégal. Aujourd'hui, dès que tu es accusé par
par une fille ou bien par une femme de viol, on te prend, on te met en prison et on fait une enquête. C'est-à-dire, c'est automatique. Alors, qu'est-ce que les gens sont en train de dire maintenant? Tout le monde a peur. Tous les hommes maintenant ont peur. Les gens disent que maintenant, ce n'est même pas sûr de s'enfermer avec une femme. Parce que dès qu'elle crie, oh, on est en train de me violer, et automatiquement, tu es foutu, on te prend, on te met en prison. J'ai entendu, j'ai même eu une anecdote il y a quelques mois, un jeune vendeur ambulant était en train de vendre des chaussures et quand il a vu une porte entre-ouverte, il est entré pour vendre ses chaussures. Il n'a même pas fait là-bas 2 secondes et la maman de la fille qui était là-bas a crié au viol. La maman était partie aux boutiques et est revenue et a crié au vol. Les gens ont failli lyncher le jeune. Les gens ont failli lyncher le jeune. Heureusement, il y avait un témoin qui passait et qui a vu toute la scène. Il est venu, il a sauvé le jeune homme-là. Il a dit, mais attendez, moi j'ai suivi j'étais derrière le jeune-là. Je l'ai vu entrer. Il n'a même pas fait 1 minute là-bas et on crie au viol. C'est pas possible quand même de violer quelqu'un en 30 secondes. Et heureusement, le jeune a été sauvé par ce témoin-là. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ce problème? C'est que aujourd'hui, moi, j'ai peur. Je disais que ma fille aujourd'hui, même si elle est, je ne le souhaite pas, ma fille, le jour où elle va dire qu'elle est violée, mais personne ne va la croire. Parce qu'aujourd'hui, avec cette affaire-là, de plus en plus, les gens ne croient pas à une femme qui dit que je suis violée. Et ça, c'est quand même grave pour tous les efforts qui ont été fournis par les organisations de femmes pour criminaliser le viol. Moi, j'ai entendu durant ces émeutes-là quelque chose qui m'a fait le froid, qui m'a fait vraiment froid au dos. Durant les émeutes, bon, moi, je me promenais, hein, je connais comment je peux me promener à Ziguinchor, mais j'ai entendu des jeunes qui disaient que, bon, de toute façon, aujourd'hui, le jour où Sonko sera président, violer une fille sera gratuit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un danger, mais extraordinaire avec cette affaire-là. Et qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement? C'est que les politiques ne devraient pas utiliser la femme. Parce qu'aujourd'hui, dans cette affaire-là, c'est une fille, c'est une femme qui a été utilisée pour accuser un homme politique. C'est ça le danger. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, il y a un mouvement féminin qui lutte contre le viol, alors on va accuser un homme politique de viol. C'est ça le danger aujourd'hui que les hommes politiques exposent à la femme. C'est que les gens ne croient plus au viol. Ça, moi, c'est un peu le cri de cœur même que j'ai lancé en direction des organisations de femmes. Là. Je leur ai dit, il est temps que vous preniez la parole. Et je pense que les organisations de femmes, heureusement, durant cette affaire-là, ne se sont pas prononcées. Beaucoup d'organisations de femmes crédibles ne se sont pas prononcées pour soutenir la femme-là qui a accusé l'homme politique de viol. Heureusement, parce que si les organisations de femmes avaient soutenu cette fille-là, aujourd'hui, elle serait plus crédible aux yeux des Sénégalais. Mais heureusement, que ce soit le COSEF, que ce soit FJS, l'organisation qui regroupe les femmes juristes, toutes ces organisations crédibles n'ont rien dit. Qu'est-ce qu'on leur a accusé? Le pouvoir leur a accusé que, oui, c'est des gens qui sont pro-Sonko. Parce qu'ils ne se sont pas prononcés pour soutenir la femme, c'est des organisations qui sont des organisations qui sont pro-Sonko. Alors, ils ont créé une société civile fictive de femmes qui ont
condamner le viol là. C'est des femmes qui sont dans la politique, qui se sont organisées pour dire que nous sommes une société civile de femmes et nous disons que oui, nous soutenons Adji Sarr, etc., etc. Donc voilà le véritable danger, c'est qu'on arrive à ce que la femme soit utilisée de part et d'autre sur cette question de viol-là. Merci, Pape. On a 10 minutes. Je crois, Marie-Louise, que tu peux prendre ce temps pour finir, parce que moi, vraiment, je dois finir à plus ou moins l'heure. Voilà, juste un tout petit peu pour dire que je pense que Kanouté a tout dit. Là où le bas blesse, c'est qu'aujourd'hui, le viol est banalisé. Est vraiment banalisé, malgré tous les efforts que les femmes ont fait. Et comme il le dit, heureusement que nous n'avons rien dit pour soutenir. Parce que sinon, soutenir pendant 2 ans que Adji Sarr a été violée et qu'au finish, on nous dise qu'il n'y avait pas de viol, imaginez ce que l'on serait devenu. Hein, vraiment. C'est vraiment désolant. Moi, c'est comme ça, c'est une désolation. C'est vraiment désolant que la femme soit utilisée par les politiques pour reculer encore en arrière par rapport à la démocratie. Le Sénégal était connu pour un pays démocratique, hein, mais là, c'est encore, nous avons encore reculé de plusieurs années derrière. C'est vraiment dommage que la femme soit utilisée. Vraiment dommage qu'elle soit utilisée et que le viol soit banalisé. Si nous prenons juste l'anecdote que Pape vient de nous dire. C'est vraiment dommage. Voilà. Marie-Louise, mais si on regarde le futur, ça c'est qu'il a déjà arrivé et il y a cette crispation très forte dans le riz. Mais je dirais, si on regarde dans le futur, qu'est-ce que les femmes et les mouvements des femmes ils peuvent faire, tu crois qu'ils peuvent faire pour intervenir dans cette situation qui est vraiment maintenant, il est vraiment bloqué. Il y a les factions, il y a les partis. Si tu lis ce qu'ils disent dans les réseaux sociaux, c'est la folie. Ou bien tu es pour et tu es contre. Et ça, c'est... Alors, à la façon dont les choses sont en train de se passer ici au Sénégal, c'est une question très sensible, mais je pense que les femmes vont prendre une décision par rapport à ça, parce qu'il le faut. Il le faut vraiment. Il le faut. On ne peut pas continuer, ça ne peut pas perdurer. Les femmes diront leur mot, parce que cela également va de cette éducation de nos enfants. L'éducation dont on parle, la violence que les femmes le Sénégal est en train d'enregistrer, ce qui n'avait auparavant jamais existé. Il faudrait vraiment que l'on se lève pour dire non. En tout cas, les gens sont en train d'y penser, les gens sont en train de réfléchir par rapport à ça, parce que c'est impératif, il le faut. Bon. De femmes, non. Non pas pour le moment, puisqu'on va vers des élections présidentielles. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les organisations de femmes n'ont encore rien dit. Parce que, comme on le dit, quand il y a du bruit, si tu parles, personne ne t'écoute. Donc, ils se disent, voilà, si les organisations de femmes se prononcent, on va dire qu'elles sont soit pour son cause, soit pour le gouvernement. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, les organisations de femmes, je pense que beaucoup d'organisations de femmes avec qui je discute m'ont dit qu'elles attendent après les élections pour véritablement se prononcer. Parce que là, si elles se prononcent, on va dire qu'ils sont de tel bord ou de tel bord. Je trouve vraiment que ça se sache, mais vraiment, nous, on ne va pas attendre jusqu'à... C'est plus d'un an. mais je crois qu'il y a beaucoup de la sagesse dans cette temporalité africaine. Tu ne gagnes rien à rentrer maintenant dans les... Même comme vous le dites, c'est un grand cri que les femmes sont en train... Kanouté, nous sommes en train d'organiser, ça je vais le dire également, la recherche du garçon qui a disparu en janvier dernier.
pris par les otages du MFDC. On est en train de travailler sur ça. Et les femmes nous disent, on ne va pas seulement le chercher, mais également on va dire notre amertume par rapport à cette situation. Donc, il y a des choses qui sont en train de bouger. Et voilà. Je suis sûr, je suis sûr. Bon, alors, je vais remercier tout le monde. Je sais que... Albert, perdó. Sí, Fatih. Volia fer una petita intervenció abans de tancar. Sé que he vingut tard, però Sí, sí, m'agradaria dir ja te alguna deixo. Deixa'm que la faci jo i després te dono entrada, ¿vale? Perfecte. Ce que je vais dire, je vais remercier tout le monde pour avoir fait l'effort de venir ici. Je sais que c'est un effort pour... C'est pas facile, hein, maintenant, de synchroniser des agendas avec des autres personnes comme ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est de donner une dernière parole à tout le monde. On va commencer par Fatih, qui n'a pas parlé. Alors, il s'est présenté, mais il n'a rien dit. Mais après, tout le monde peut faire très, très, très courte, mais on peut dire quelque chose. Et avec la sûreté on aura des conversations dans le futur. Et comme ça, on va finir la séance. Mais merci bien à tout le monde. Fatih? Oui, merci Albert. Moi, je voulais faire une petite intervention sur le sujet de la rencontre. D'abord, je voulais commencer par dire que les femmes ne devraient pas se laisser ou laisser à personne les utiliser à des mauvaises fins. Parce que la femme est, comme je disais avant, est la base de tout. Et c'est une question de savoir choisir, je pense. Parce que moi, par exemple, je suis sénégalaise et je suis née à Dakar. Ma mère est de Khombol, mon papa de Podor. J'ai grandi ici en Espagne, mais ça ne m'a pas empêché de suivre mes valeurs, de suivre ma culture et de savoir ce que je veux faire et ce que je dois faire, toujours pour maintenir le respect. Avant, on avait parlé sur le niveau d'études et le fait qu'il y a de plus en plus des intellectuelles féminines ne doit pas être une barrière. En fait, je pense que la richesse des connaissances devrait être partagée à la fois par la femme et par l'homme. Sur le thème des couples, je pense que la principale barrière n'est pas le niveau intellectuel. Ce sont les sentiments que chacun a envers l'autre. Et c'est important qu'on apprend à cultiver des sentiments réels, des sentiments d'amour qu'on pourra transmettre à nos enfants. Et je pense que ça sera la richesse, en fait, de notre société. En espagnol, on dit educa a un hombre y educarás a un hombre, pero educa a una mujer y educarás a una generación. Si je fais la traduction en français, c'est éduquer un homme et vous éduquerez un homme, mais éduquer une femme et vous éduquerez une génération. Donc, je pense que la femme est clé dans la société et on doit toujours lutter pour améliorer les objectifs, améliorer les valeurs et éviter tout ce que peut faire mal, tout ce que c'est pas bon pour nous. C'était ça. Merci Fatih. C'est bien. Bon, comme ça, j'ai simplement vous dire adieu, mais pas adieu, au revoir, comme on dit en français, que ça veut dire à la prochaine. Vraiment, c'est beaucoup plus... Albert, moi, je voudrais faire oui, bien une sûr, petite tout le minute, monde s'il peut te dire. plaît. Mais, Voilà, mais ne merci, faites pas une intervention, s'il vous plaît. Une minute. Je Merci vraiment tout à nos exposants. Je pense que ça a été un sujet de niveau sociétal très relevé, puisque vous avez pu quand même toucher tous les aspects qui incombent la société sénégalaise. Même si sur le dernier point, moi, je couperai la MAD en deux parties, puisque je vois la MAD casamançaise là dans votre photo.
Et pour dire que les femmes ont été tellement violentées ces dernières années au Sénégal, je pense que ça émane de qui que ce soit, justice devrait être faite. Moi, je ne suis pas politique, mais quand même, les femmes sont en train de souffrir des violences conjugales, surtout. Il y a des femmes qu'on tue, il y a des femmes qu'on malmène, et ça me fait vraiment mal au cœur. Mais pour revenir dans la situation qui sévit au Sénégal, moi, je ne dirais pas c'est politique. Non, le Sénégal est entré dans une phase de transition. On est un pays pacifique depuis la nuit des temps. Je pense que c'est cette paix-là qu'on a eu qui est en train de faire un effet. Il y a le phénomène des nouvelles technologies de l'information, de la communication. On a tendance à avoir une jeune éveillée, bien éduquée. Donc, ils sont au sommet maintenant. C'est le développement qu'ils veulent. On ne veut pas mourir dans ces conditions-là. Donc, moi, je ne mettrai pas ce qui s'est passé au Sénégal à 100% politique. C'est des effets sociétaux qui sont en train d'être énumérés. Et là, il faut que nos politiques s'éveillent. Si ça ne passe pas aujourd'hui, demain, ça va se passer. Il faut qu'on se prépare à ça. Je pense que c'est ce que je voudrais dire. Je ne veux pas trop monopoliser la parole. Mais vraiment, je suis vraiment content. Ce sujet, ça ne doit pas se limiter aujourd'hui. Albert, je vraiment recommande qu'on en fasse dans les plus brefs d'années un autre thème. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, ça t'est clair. Ça t'est clair, hein? Très clair, et clair. Quelqu'un veut dire quelque chose de plus? Comme a dit Abdou tout à l'heure, moi je pense que on s'est pris par le temps. Le sujet est vraiment très, très, très intéressant et on pouvait débattre pendant des heures. Et oui, j'aurais aimé avoir un peu plus de temps parce que j'aurais voulu développer certains débats aussi concernant la femme dans les villages et tout ça. Mais voilà. Et merci beaucoup, Marie-Louis et Monsieur Kanouté, pour votre temps. Et franchement, c'était très intéressant et très enrichissant. Voilà, merci beaucoup. Pape, Marie-Louise. Voilà. Nous vous remercions vous également pour ces échanges qui nous ont nous aussi enrichis, hein, qui nous ont vraiment enrichis. Nous avons beaucoup appris également de vous et vous disons donc merci. Et comme nous également, nous souhaitons vraiment que ces thèmes soient encore développés, pourquoi pas avoir encore un autre créneau pour partager, bien débattre par rapport à cette situation. Voilà, donc merci à tout le monde. Merci. Voilà. Merci Albert, merci à tout le monde. Merci à ces jeunes aussi. Albert est venu ici, il a vu que nous, on travaille beaucoup avec les jeunes. 90% de notre équipe est jeune. Donc, je pense que ce sont les jeunes qui feront l'avenir de demain. Si les jeunes sont bien éduqués, bien formés, je pense qu'on peut espérer d'un avenir meilleur. J'aurais proposé aussi, Albert, au-delà de nous-mêmes, peut-être que dans la prochaine phase, si ça peut se faire entre jeunes, c'est-à-dire nous, on peut sélectionner des jeunes ici, ils peuvent échanger directement avec les jeunes là-bas. Et je pense que ça peut être entre jeunes, je pense qu'entre jeunes, le message peut bien passer. Peut-être Salim Balo va dire que non, bon, c'est une tata qui est devant moi, je vais éviter de parler de ça, etc. Je taquine quoi, mais je veux dire qu'entre jeunes, je pense que ça peut être bien d'échanger sur ces mêmes thématiques-là. En tout cas, on va recueillir ça. En plus, on essaie de voir comment faire la continuité du projet, pas seulement les conversations, mais on va voir, ça, on réfléchit. Albert, en tout cas, Albert, ¿puedo? Espera un momentito. No, vas. Vale, no pasa nada. Vale. La próxima vez, ¿vale? Perdón. Je pense que il y a un gentleman qui est là. No, simplement que je dois finir parce que je dois vraiment vous quitter.
Alors, mais je vais recueillir tout ça que vous avez dit merci. et je vais parler aussi avec Bas parce qu'il a très bonne idée. J'ai remarqué très bien quelques de ses idées. Mais surtout, je crois qu'il y a des choses. Premier, mon expérience dit qu'on peut être beaucoup de temps en parlant, mais 2 heures, c'est déjà suffisant pour une intensité. Après, c'est bien de s'arrêter et réfléchir. C'est vraiment... On pourrait continuer, mais vraiment, on ne continue pas de la même manière. Alors, c'est mieux de s'arrêter, alors foncer. Et deuxième, il y a une chose qui est très bonne de l'équipe de TDS, j'explique à tout le monde, c'est que c'est l'équipe transgénérationnelle. Je veux dire, normalement, les équipes, ou bien sont jeunes, ou bien sont âgées. Mais là, vous avez tout dans les mêmes équipes qu'on a travaillé, dans l'équipe qu'on a travaillé dans la recherche. Et ça a été très riche. Alors, c'est ça qu'on essaye avec les projets. Un peu de mettre en contact. Une chose qui nous reste, mais peut-être ça c'est la deuxième phase, c'est de faire des rapprochements entre les jeunes. On veut commencer ça à Lleida. Pas comme ça, mais à Lleida en direct, avec les jeunes qu'on a ici, avec des jeunes qui sont à Lleida. Mais en direct, c'est plus fort. Après, on va essayer à faire tout ça avec ou peut-être en même temps. J'ai une idée un peu fou, mais j'ai une idée de faire un retrouvement avec des lycées en Casamance et des lycées à Lleida. On va voir, c'est pas facile. Hein? Je dois parler avec... c'est pas tellement facile. On doit parler avec les départements, mais on va essayer. Alors, on recueille tout ça, mais on va continuer, bien sûr. Merci. Merci tout le monde. Vraiment. Merci, c'était cool. Merci beaucoup. Et Bas, tu peux dire la dernière parole. Tu peux dire la dernière parole, Bas. Oui, tu peux nous dire au revoir. Parce que le problème... On n'entend pas. Il est déconnecté peut-être. Ah, là, micro-mao. Voilà, on active le micro-mao. Ah, voilà, maintenant vous m'écoutez? Oui. Voilà, d'accord. Voilà, Albert, juste la proposition que vous aviez faite de récupérer le sujet, par exemple, le conflit Casamance, vraiment, ce serait important. Je ne sais pas, avec un tel Wahab, vous avez dit. Et en plus, une autre session avec ce thème de famille. Vraiment, une autre session, si elle est faite, ce serait vraiment intéressant. Ce serait vraiment intéressant. Voilà, c'est juste ce que j'avais voulu vous souligner pour que vous teniez davantage sur ce point, quoi. Voilà, merci. Merci, Bas. Attention. Très bien. Bon. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Bye.